Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue à cette nouvelle capsule du CDSAI consacrée au poème Demain dès l'aube de Victor Hugo. Avant de plonger dans l'analyse de ce poème, prenons un instant pour nous familiariser avec Victor Hugo, l'auteur de cette œuvre. Victor Hugo était un écrivain et poète français du XIXe siècle, reconnu pour ses écrits romantiques, qui expriment souvent des émotions intenses et des thèmes universels. Dans cette analyse, nous allons adopter une approche linéaire et examiner les figures rhétoriques les plus pertinentes. Nous inclurons également des informations sur l'auteur qui sont nécessaires à la compréhension du poème. Commençons. Demain dès l'aube est un poème court et intense où le poète exprime son désir de retrouver un être cher. Le poème est écrit à la première personne. Attention, on dira poète ici et non pas narrateur, puisque nous ne parlons pas d'un roman. Alors, quel est le but de ces retrouvailles? S'agit-il d'un rendez-vous amical, amoureux, familial? C'est trop tôt pour le savoir. Prenons le début. Le poème s'ouvre sur le vers demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Ce vers crée une atmosphère calme et sereine. En décrivant le moment du départ, très tôt le matin, lorsque la campagne commence à s'éclaircir. Cette image, une plaine recouverte de brume ou de brouillard, au petit matin, suggère un sentiment de renouveau. Puisqu'il s'agit d'une nouvelle matinée qui commence. Le deuxième vers, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends, révèle l'intention du poète de se rendre quelque part, mais nous ne savons pas où il part. En tout cas, il parle à une personne qui l'attend, ce qui ajoute une dimension émotionnelle à la narration. Le sentiment d'attente renforce l'idée de retrouvailles imminentes et crée une tension dans le poème. Le lecteur se pose des questions. Qui se cache derrière ce tu? Depuis combien de temps est-ce que cette personne attend? Qui est-elle? Et du coup, la curiosité du lecteur est fortement éveillée. Les vers suivants, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne, suggèrent que le poète est prêt à surmonter tous les obstacles pour rejoindre son être cher. Les références à la forêt et à la montagne évoquent un voyage difficile, voire long. Mais le poète affirme qu'il ne peut pas rester éloigné plus longtemps. Cela souligne du coup l'importance de la relation entre les deux personnages, le poète et la personne qui l'attend, et la nécessité de se retrouver. Cela est suggéré également par la forme. En effet, il y a la répétition du fragment « j'irai » et cette anaphore souligne la nécessité de faire ce voyage. D'ailleurs, le dernier vers de la première strophe « Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps » exprime clairement le sentiment de manque et d'urgence du poète. Il ne peut supporter d'être loin de cette personne plus longtemps. Ce vers révèle l'intensité des émotions ressenties et renforce le lien émotionnel avec le lecteur qui connaît ce sentiment d'urgence. D'ailleurs, nous pouvons même dire que la répétition du P entre puis et plus renforce d'une certaine manière cette urgence. Donc le poème atteint ici presque son apogée émotionnel. Le poète décrit son propre état d'esprit et les actions qu'il entreprendra lors de sa visite. Continuons. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Ces vers expriment toutefois une certaine tristesse. Si jusqu'à maintenant nous étions curieux, nous ressentons cette tristesse à partir de ce moment-là. Ou du moins, ce qui pourrait être une concentration très profonde. Car rien ne viendra perturber le poète en marche. Il se ferme aux distractions extérieures, se plongeant entièrement dans ses propres pensées.
Cette introspection intense souligne l'importance de sa visite, montrant qu'il accorde une attention totale et une sincérité profonde à cet acte. Le même procédé stylistique est employé pour donner de l'importance à cela. En effet, il y a la répétition du mot « sans » et il s'agit également d'une anaphore, le cas échéant. Mais continuons notre analyse. Je vais vous lire les deux prochains vers. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Et le jour pour moi sera comme la nuit. C'est très beau. Si lors du vers précédent, on pouvait parler d'intuition, quant à sa tristesse, ce n'est plus le cas maintenant. Ces vers dépeignent un poète solitaire, courbé, une personne donc âgée, les mains croisées, une personne renfermée. Et ces vers donc évoquent une posture de recueillement et de douleur profonde. Ils se sont isolés et inconnus, empreints d'une profonde tristesse. L'analogie entre le jour et la nuit suggère que la lumière du jour n'apportera aucun réconfort ou consolation à son chagrin ou à sa tristesse. N'oublions pas que la nuit est souvent employée en guise de métaphore, et quand elle est employée en guise de métaphore, cette métaphore a souvent une connotation négative. Continuons avec la suite. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Ces vers renforcent l'idée de la fermeture du poète aux éléments extérieurs. Il refuse de se laisser distraire par la beauté du coucher du soleil, voire par les étoiles qui emplissent le ciel la nuit venue, ou par les voiles de navires au loin. N'oublions pas que les navires ont longtemps symbolisé le départ, le lointain, l'exotisme. Il s'agirait ici d'une distraction que le poète réfute. Pour la première fois d'ailleurs, le poète sort de l'abstrait et nomme une ville, Harfleur. Voici donc une petite image d'Harfleur. Mais qu'y a-t-il à Harfleur? Ou plutôt, qui doit-il rencontrer à Harfleur? Voyons ce qu'il nous dit au prochain vers. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. La dernière strophe exprime la tendresse et la dévotion du poète envers la personne défunte. Il n'y a donc plus de doute, le mot tombe est évoqué et on fait donc référence à une personne décédée. Ce rendez-vous n'est donc pas un rendez-vous avec une personne vivante, un ami, une amoureuse, non, pas du tout, mais bel et bien un rendez-vous avec une personne décédée. Nous comprenons mieux la tristesse du poète. Mais avant de vous dire qui est cette personne, essayons d'analyser encore un tout petit peu ce vers. Le choix du houx vert et de la bruyère en fleurs est un choix symbolique. Le houx, souvent associé à l'immortalité, et la bruyère est souvent associée à la solitude et à la résilience. Ces deux plantes dépeignent, par métaphore ou par prolongement, l'amour éternel et la fidélité du poète envers celui ou celle qui repose dans la tombe. Mais il est temps pour nous de fournir des détails pour approfondir la compréhension de ce poème. Et pour cela, nous sommes obligés de passer par la vie de Victor Hugo, comme nous l'avions annoncé d'ailleurs en introduction. Ce poème qui débute comme l'histoire d'une rencontre est en réalité celle d'un père allant sur la tombe de sa fille. Il faut en effet savoir que la fille de Victor Hugo, qui s'appelait Léopoldine, est morte à l'âge de 19 ans, alors qu'elle était embarquée sur la Seine en compagnie de son oncle, son cousin et son mari. Il s'agit donc d'un poème par conséquent autant grave, mais résolument romantique dans la mesure où, par exemple, les sentiments du poète sont miroités par la nature qui l'entoure. En conclusion, cette partie du poème nous plonge dans l'intimité la plus profonde de Victor Hugo. Chaque mot, chaque image exprime la douleur et l'amour mêlés qui animent le poète lors de sa visite à la tombe de l'être cher.
En parlant, il y a une minute, de la symbolique du ou, nous avons parlé d'immortalité, alors que Léopoldine est morte. N'est-ce pas un paradoxe? Oui et non. Certes, Léopoldine a sombré dans la Seine. Et le père l'a immortalisée dans ce poème. Un poème à 3 strophes. Et elle continue à vivre à travers le lyrisme plusieurs siècles après sa noyade. Alors, n'oubliez pas de partager vos propres interprétations sous forme de commentaires. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles explorations poétiques. Au revoir.